Merci beaucoup de cette présentation. Merci de votre invitation. Merci particulièrement à Daniel. Je vais effectivement adapter un tout petit peu le sujet parce que, comme ça a été expliqué en mon absence, j'imagine, je devais intervenir sur les détournements de la laïcité. Je vais raccrocher assez facilement à la question que je me posais demain à celle que je vais me poser aujourd'hui, savoir comment décrire l'inflexion identitaire de la laïcité à la française. Laïcité à la française étant une expression donc conceptuelle, donc qui n'est pas synonyme de laïcité française. Laïcité à la française, c'est évidemment pour désigner une forme de laïcité, une évolution de la laïcité qui n'est pas tout à fait sans poser problème. Donc la conception socialement légitime de la laïcité telle qu'elle s'est construite, notamment à partir de 89 et de la querelle du foulard ou du voile, peut être comprise, me semble-t-il, comme une manifestation du succès de la réaction dans la guerre culturelle qu'elle mène contre le progressisme sous toutes ses formes. Dans le cadre de ce que certains auteurs ont appelé le national-capitalisme autoritaire, NACA, ce qui est une bonne désignation pour ce qu'on généralement appelle le néolibéralisme, ça me paraît plus clair de parler de national-capitalisme autoritaire. Les manifestations de glissement, justement, autoritaristes sont extrêmement nombreuses. On peut citer le durcissement du droit d'asile, on peut citer la volonté de maîtriser l'immigration dont nous n'avons pas, hélas, fini de parler, la préférence nationale, la suspicion de fraude sociale à l'égard des immigrés, des étrangers, et la liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Donc l'évolution de la laïcité, je l'interprète ici à l'aune de cette montée de l'autorité, de la sécurité, du soupçon. C'est cette évolution, cette montée du soupçon, d'une façon générale, et l'autorité qui rend compte, je crois, de la transformation d'un principe qu'on peut considérer comme un principe organisant la coexistence des libertés, ce que la laïcité n'aurait jamais dû cesser d'être, vers une conception contraignante, voire sécuritaire, de ce qui est devenu, on le verra, non plus un principe juridique de séparation, mais une valeur identitaire. Et le rapport à l'islam me semble être le prisme le plus adéquat pour décrire cette évolution, ce malaise. Elle est vive, cette interrogation sur la place de l'islam, je l'ai suggéré il y a un instant, depuis au moins 89. Bien entendu, ça n'est pas une date incontestable, on peut aussi remonter à bien avant, mais 89 en France, c'est l'année où se conjuguent trois événements, des événements d'ailleurs qui ne nous touchent pas directement pour certains d'entre nous, et ce qui rend d'ailleurs le fait que l'affaire de Creil a pris une importance considérable assez surprenant, puisqu'il y a eu la fatwa lancée contre Salman Rushdie, qui est du 14 février, les versets sataniques étaient publiés en septembre 88. Il y a eu en même temps la création en Algérie du FIS, du Front islamique de salut, et il y a la querelle des foulards de Creil. Eh bien, quoi qu'on puisse en dire de l'importance respective de ces trois événements, c'est celle des foulards qui, en France, nous a accroché le plus, si j'ose dire, depuis le 3 octobre. Alors, les deux premiers événements ne concernent pas donc spécifiquement la France, malgré les retombées qu'ils ont pu avoir, mais ils jouent un rôle important tout de même dans la stratégie de ce qu'on a pu appeler avec Howard Baker les entrepreneurs de morale. Entrepreneurs de morale, c'est un terme créé par ce sociologue américain pour désigner les acteurs sociaux qui cherchent, dans le but de créer ou de maintenir une norme, qui cherche à influencer le corps social ou une partie de celui-ci, à créer ce qu'on a pu appeler, le terme revient très souvent d'ailleurs pour être critiqué, une panique morale, mais ce terme me paraît utile, puisque une panique morale, c'est la fabrique dans l'opinion d'un soupçon vis-à-vis d'un groupe dont le comportement est perçu comme déviant, comme une menace pour les valeurs de la société, voire pour l'existence même de cette société. On observe incontestablement l'élaboration d'une vision monolithique, une vision dogmatique de la laïcité, notamment par le recours dont parlera certainement mieux que moi cet après-midi ou demain peut-être Stéphanie Hennette-Vaucher, demain,
par le recours aux émotions collectives, qui sont un recours tout à fait systématique depuis 89 et recours amplifié depuis 2015, recours qui aboutit inéluctablement à priver l'individu de son pouvoir de juger. Ces émotions collectives introduisent dans l'éthique publique des éléments rendant son contenu cognitif plus ou moins étranger à ce que nous avons vocation à accueillir. Je citerai comme exemple les réticences d'élèves musulmans à se reconnaître dans le « je suis Charlie ». Ces réticences ont souvent été perçues par les médias et les politiques comme une manifestation de sédition à l'égard de la nation. Pourtant, quand on y regarde de près, pour nombre de ces élèves, évidemment, ça n'est pas le cas de tous, mais pour nombre de ces élèves, il s'agissait d'une authentique difficulté à se situer. D'une part, une adhésion à la communauté nationale devant l'horreur des attentats, et d'autre part, une sensibilité religieuse blessée, comme on a pu l'écrire. L'expression sensibilité religieuse blessée a été utilisée par d'autres auteurs devant les caricatures, quoi qu'on puisse penser évidemment de cette question-là en détail. Mais je crois que la réponse qui a été apportée à cette réaction, en quelque sorte, n'a pas été particulièrement adaptée, puisqu'on a considéré qu'il fallait véhiculer un programme normatif, et le principe de laïcité s'est fait en quelque sorte métonymie de la République. Je cite précisément Stéphanie Hennette-Vaucher, « La minute de silence au lendemain des attentats de janvier 2015, laïcité. L'éducation à la sexualité, laïcité. Le port de signes religieux dans l'espace public, laïcité. Les menus à la cantine, laïcité. Les dispenses de cours d'éducation physique et sportive, laïcité ad infinitum ». Fin de citation. Cette hypertrophie, en quelque sorte, présente dès le début des années 2000, consiste à étendre l'obligation de neutralité convictionnelle, c'est ça à quoi l'État est soumis, et obligation qui ne vaut inconditionnellement que pour les autorités publiques, à l'étendre à l'ensemble de la société. Le rapport sénatorial tout récent, les propositions de Laurent Wauquiez vont tout à fait dans ce sens. Donc, étendre à l'ensemble de la société, donc à la sphère privée. On mentionnera à ce sujet les débats à propos de la question des parents participant à des activités en classe ou accompagnant les sorties scolaires, au mépris de ce que la loi et le Conseil d'État d'ailleurs également affirment. Et encore une fois, le projet d'interdire, pour les accompagnants de sorties scolaires, d'interdire le port du voile est un projet qui revient au devant de la scène. Donc la laïcité est devenue, je l'avais dit en introduction, la laïcité est devenue une valeur, une sorte de synonyme d'adhésion au projet républicain. En fait, c'est la contestation du projet républicain qui est pointée du doigt lorsque, précisément, on semble prendre quelques distances avec la façon, je dirais, correcte, majoritairement correcte, de se comporter en matière d'obligations laïques. En fait, on oublie qu'elle est avant tout la garantie de l'égale liberté de conscience des personnes privées. Il faudra y revenir, cette liberté de conscience, parce que, évidemment, on oublie souvent que la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression de la foi religieuse également, hein, quoi qu'on puisse en dire. Le paradoxe, si vous voulez, que je pointe ici, c'est qu'en combattant des signes d'appartenance religieuse au nom de la lutte contre les passions identitaires, on essentialise une différence entre ceux qui comprendraient, en quelque sorte de nature, de naissance, les exigences de la laïcité et ceux dont la culture, la religion rendraient cette compréhension difficile, voire impossible. Et alors qu'elle devrait servir à la formation de l'esprit critique, à la promotion de valeurs universelles, la laïcité apparaît aujourd'hui comme une sorte de réaction nostalgique d'une identité majoritaire, incapable de penser les identités minorées. On observe une puissante montée donc de l'intolérance. La notion de tolérance et d'intolérance est une notion centrale sur laquelle peut-être nous reviendrons. Une puissante montée de l'intolérance par rapport à l'expression de la différence,
dont l'un des effets est de s'aveugler aux discriminations dont certaines minorités sont victimes. Généralement, lorsqu'on conteste l'existence des discriminations, on les réduit à des postures victimaires. On se complaît dans le statut de victime, notamment pour en tirer un bénéfice soit matériel, soit symbolique. Et tout ça, évidemment, est extrêmement répandu sur les ondes de certaines chaînes, enfin, à la télévision surtout, mais aussi dans des médias écrits. Le stratagème consiste finalement à faire des minorités racisées et des militants antiracistes les véritables racistes. On a créé un terme, antiracisme racialiste. Ces militants antiracistes et les minorités racisées seraient unis dans la détestation des Blancs. Une version de la réalité n'est possible qu'en raison précisément, je viens d'y faire allusion, de la très forte présence médiatique des tenants de cette analyse et du soutien qu'ils ont reçu de la part d'intellectuels influents ainsi que du pouvoir politique. Il est d'ailleurs paradoxal de noter que les mêmes qui, à juste titre bien évidemment, dénoncent les mythes conspirationnistes à l'égard des Juifs, utilisent des procédés équivalents à l'encontre des musulmans. Un chercheur suisse qui s'appelle Zia Ebrahimi évoque à ce sujet une racialisation conspiratoire qui est fondée sur justement les similitudes qu'il a observées enfin, une similitude dans les discours en tout cas, entre le mythe de la domination juive et celui de l'islamisation de l'Europe, dont l'expression saillante, évidemment, l'idée, si j'ose dire, de grand remplacement. Et dans les deux cas, dans ces deux mythes-là, il est prêté à ces populations une sorte d'impératif caractériel de conspirer, quel que soit d'ailleurs le degré de connaissance de chaque membre de l'ensemble quant à l'existence de caractère. C'est-à-dire qu'au fond, les deux, le juif comme le musulman, conspireraient sans même en être profondément conscients. Sans aucune autonomie en quelque sorte, on serait au service d'une cause générale dont on ne maîtriserait pas forcément les enjeux. Comme le juif décrit comme cellule d'un organisme plus large, tout entier orienté vers la conquête du pouvoir, le musulman, lui, n'est rien d'autre que le bras armé de la conquête de l'Occident, qu'il en soit conscient ou non. Ces arguments, ces organismes, disons, voués à conspirer, nourriraient en outre à l'égard de la France, ou plus largement de l'Occident, une inimitié constitutive telle qu'il représenterait une menace existentielle. On perçoit, je crois, assez bien pourquoi ces discours identitaires sont compatibles, excusez-moi, je suis un peu fatigué ce matin, avec celui de l'extrême droite. Compatible et non pas incompatible, bien évidemment. Donc, la crainte face au risque de grand remplacement justifierait d'ailleurs une sorte de racisme de résistance, qui ne s'auto-désigne pas ainsi, mais qui est présenté comme une forme de lucidité dont les belles âmes, entendons les progressistes engagés dans les combats contre la discrimination, donc tous ici, j'imagine, seraient par nature privés. Racisme de résistance, d'autant plus nécessaire, disent-ils, que les conspirationnistes bénéficieraient du soutien des ennemis de l'intérieur. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. Pour que la conspiration soit efficace, il faut des complices, et les complices sont à l'intérieur, ces derniers étant évidemment toujours supposés être à gauche. On instille ainsi dans l'opinion publique la possible existence d'ennemis acharnés à détruire les principes de la République. On présuppose donc l'existence d'une idéologie racialiste, anti-française, anti-blanche, et ainsi on inverse la réalité en faisant de la culture dominante une culture assiégée. Avec l'expression, par exemple, qu'on entend souvent, on ne peut plus rien dire parce que les minorités exercent les chaînes de télévision pour voir la véracité de ce point de vue. Donc, on s'aveugle aux discriminations en les réduisant, je le disais tout à l'heure, à des postures victimaires. On peut donc interpréter, me semble-t-il, la mobilisation que beaucoup d'autres que moi appellent la mobilisation nationale républicaine de la laïcité, comme un dispositif discursif visant à respectabiliser le racisme.
C'est quelque chose qui m'est apparu assez vrai. Je crois que ceux qui seraient désignés ainsi n'accepteraient pas la désignation, bien entendu, l'hétérodésignation, mais il est clair que le racisme de résistance l'attitude de résistance n'est autre qu'un racisme qui ne dit pas son nom parce qu'évidemment, il est difficile de l'avouer. Donc ce néonationalisme qui vient a besoin d'un dispositif semblable afin de diminuer l'efficacité des mécanismes de vigilance, lesquels sont déjà affaiblis par le brouillage des frontières idéologiques, brouillage qui est lié à la pluralité des lieux où s'élabore la laïcité de surveillance. D'où la question que je poserai, qui est liée à ce que vous avez dit avant mon arrivée, comment redonner à la laïcité sa portée émancipatrice. Il me semble que, précisément, c'est en montrant que notre laïcité n'est pas trop différente, contrairement à ce que l'on dit, des exigences de ce qu'on pourrait appeler, comme Cécile Laborde l'a fait, un sécularisme minimal. Sécularisme minimal, ça concerne beaucoup d'autres que nous, et je vais essayer d'en dénoncer les principes. Alors, l'État, on le sait bien, dans le principe, ne doit soutenir aucune religion. La loi de 1905 évoque cet aspect-là de façon très claire. Mais est-ce que parce qu'il ne doit pas soutenir la moindre religion, est-ce que néanmoins, il ne serait pas nécessaire qu'il le fasse lorsque son abstention alourdit de façon déraisonnable l'exercice des libertés religieuses de base, si vous voulez. Cette neutralité est un terme extrêmement ambigu. On prend un exemple tout à fait je dirais quotidien. Si vous êtes un parent et que on vous demande de trancher, vos enfants, vos enfants, un de 15 ans et l'autre de 6 ans par exemple, vous demandent de trancher un conflit entre eux, et si vous dites je suis neutre, je ne trancherai pas, débrouillez-vous, il est bien évident que celui qui l'emportera sera le garçon, ou la fille d'ailleurs, de 15 ans et non pas celui de 6 ans. Donc en fait, c'est exactement ce qui se passe, me semble-t-il, hein, toute chose égale par ailleurs. On dit il faut en rester à une neutralité de statu quo en oubliant qu'entre 1905 et 2025, la société française s'est un tout petit peu transformée et qu'il y a ce qu'on peut appeler, avec Cécile Laborde encore, un biais majoritaire. Donc, légitimer le statu quo, ça revient à désavantager de manière indue les groupes religieux minoritaires. Et je me situe dans la perspective, qui est celle donc de Cécile Laborde, du républicanisme critique, au sein duquel la liberté est définie comme non-domination. Il y a plusieurs façons de définir la liberté, et c'est important, je crois, de l'avoir définie comme non-domination. Et si on la considère comme telle, on comprend qu'on ne puisse pas se contenter, par exemple, lorsqu'on est esclave, c'est l'exemple classique pris par un des pères de cette théorie, Philippe Petit, lorsqu'on est esclave, si on a un maître bienveillant qui n'interfère pas à notre vie, on peut considérer qu'on est libre. Ça, c'est la liberté négative, liberté comme non-interférence, mais évidemment, il peut arriver que le maître bienveillant disparaisse, la situation, elle, ne disparaît pas, il est remplacé par son fils ou sa fille, qui est tout sauf bienveillant, et par conséquent, la domination se retrouve là, présente. Donc on a bien une structure de domination dans cette situation-là, quel que soit le degré de bienveillance du maître de l'esclave. Donc le républicanisme critique insiste beaucoup cette notion et admet par conséquent que des accommodements puissent être nécessaires dans une perspective de justice sociale. Le mot accommodement en France a très mauvaise presse, mais je rappelle souvent qu'il suffit de lire le rapport Stasi, dont on ne retient que la loi de 2004, alors que le rapport Stasi, certes, était favorable à la loi de 2004, mais Jacques Chirac avait décidé avant même les conclusions qu'il y aurait cette loi. Mais le rapport Stasi dit beaucoup d'autres choses et parle clairement d'accommodement raisonnable, ce qui est un terme qui relève du vocabulaire souvent multiculturaliste qu'on voue aux gémonies en France. C'est intéressant de lire le rapport Stasi parce qu'il vaut beaucoup mieux que la loi qui a donné son nom, enfin, auquel il est accolé en quelque sorte. Donc, les accommodements peuvent être donc nécessaires dans une perspective de justice sociale qui exige le respect
des exigences de trois types, à mon avis. Enfin, à mon avis, je suis encore une fois ici l'élève attentif de Cécile Laborde. Trois principes: la raison publique, je vais en dire un mot, l'égalité civique et la liberté personnelle. Bon, la raison publique, ça signifie que les représentants de l'État sont tenus d'invoquer des raisons accessibles pour justifier les lois. Et il s'agit de dispositions qui sont rappelées par le Conseil constitutionnel dans une décision de constitutionnalité du 16 décembre 1999. Je cite, il considère que l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi sont des objectifs de valeur constitutionnelle. Il affirme donc que la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je le cite de nouveau, ne pourrait pas être effective si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance des normes qui sont applicables. C'est important parce que généralement on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais évidemment ce principe, on peut comprendre qu'il y a sa justification, néanmoins me paraît devoir être complété par l'idée qu'il faut que les citoyens disposent d'une connaissance des normes qui leur sont applicables. Et les justifications que doit fournir l'État aux mesures qu'il met en place doivent être neutres. C'est la condition pour que les citoyens puissent se considérer comme les auteurs de ces mesures, pour qu'elles puissent être partagées. Non, on a ici, effectivement, avec ces trois critères, en quelque sorte, l'accessibilité, la compréhension de la norme, la connaissance de la norme, disons, l'accessibilité, l'intelligibilité, voilà le terme que je cherchais, et la partageabilité, hein, on a là les trois critères de la raison publique. Voilà. Accessibilité, intelligibilité, partageabilité. C'est important parce que quand on discutera probablement de la loi du 15 mars 2004 à l'école, il n'est pas certain que ces trois critères-là soient précisément des critères qui soient véritablement remplis. Le deuxième principe de ce sécularisme minimal, c'est l'égalité civique, et j'y accorde une importance considérable, puisque c'est plus qu'aucun autre de ces principes, celui qui révèle l'éventuel mépris à l'égard de tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la religion majoritaire, et qui, lorsque l'État la valorise publiquement, comme c'est évidemment très souvent le cas, se trouvent exclus en quelque sorte de l'identité civique. En se référant à la notion de biais majoritaire, on est fondé à introduire donc la possibilité des accommodements comme moyen de rétablir l'égalité. Il s'agit donc, de façon très simple, de ne pas oublier que, telle qu'elle résulte de la loi du 9 décembre 1905, la laïcité a vocation à s'appliquer équitablement à tous les cultes religieux, quelle que soit l'ancienneté de leur présence sur le territoire. Or, on l'a implicitement évoqué, l'islam n'a pas suffisamment bénéficié des avantages légaux accordés par la laïcité républicaine. Enfin, le troisième principe, qui est le plus simple, je crois, le plus évident à comprendre, c'est la liberté personnelle. C'est un principe qui fait classiquement référence à l'interdiction pour l'État d'imposer une éthique substantielle à ses citoyens. Or, c'est bien cette propension à transformer le principe procédural de laïcité en une éthique épaisse qui caractérise la vulgate dominante en France, laquelle ne semble pas percevoir qu'elle abandonne ainsi, ça a été cité tout à l'heure par Emmanuel, qu'elle abandonne ainsi la prétention de la laïcité à l'universalité. Toute tentative de faire de la laïcité un enjeu de civilisation tourne le dos à ce que, modestement, elle cherche à accomplir. Dès lors, pour que soient remplis les conditions participatrices, il semble important singulière, la laïcité nous invite à les suspendre. Ce qui fait communauté, c'est précisément le vide de toute appartenance. C'est encore la supposition qu'il y a en tout autre homme la capacité à éprouver le même sentiment que moi. Je vous remercie de votre attention.